Novembre 1939, printemps 43, juillet 44, 3 tentatives ratées d'assassinat en 5 ans. Hitler a le sentiment d'être immortel. Laissant le Führer à son mysticisme, les Britanniques préparent un nouvel attentat destiné à l'éliminer. Le résultat de l'opération Foxley sera nul. Ce film raconte la préparation d'un jour qui n'existera jamais, un jour qui aurait pu changer le cours de la guerre et de l'histoire. Assassiner Hitler tout de suite dans Infrarouge. Jour J. Les forces alliées débarquent sur le sol français occupé. Pour la première fois depuis 4 années de conflit, la nation semble optimiste. Elle prie toutefois pour que ce soit le début de la fin du régime nazi, la fin d'Adolf Hitler. Mais Hitler, quant à lui, est à des kilomètres des combats, caché dans les montagnes du sud-est de l'Allemagne, dans un abri appelé le Berghof. Si avant la guerre c'était sa retraite de vacances, c'est son quartier général militaire préféré depuis le début des hostilités. Au Berghof, il pensait être en sécurité. Il se croyait intouchable, mais il se trompait. En moins de quelques jours, il allait devenir la cible de l'opération Foxley. L'opération Foxley était un projet d'élimination d'Hitler qui aurait pu écourter la guerre et épargner des millions de vies. Ça aurait pu changer le cours de l'histoire. Voici le récit de ce projet. Mon plan pour assassiner Hitler. Pendant la guerre, je travaillais sous un nom de code LBX. J'étais officier d'état-major au SOE, Spécial Opération Exécutive. Ce service, qui avait été créé pour effectuer des actes de guerre irréguliers, n'avait aucune existence officielle. Je travaillais à la section X, spécialisée dans les actions en Allemagne. Mais je ne suis jamais allé au front. Mon combat se déroulait derrière un bureau. J'étais l'un de ceux qui travaillaient en coulisses. C'était une armée secrète, mais une sacrée armée tout de même. Je crois que, globalement... Oui, je crois qu'on devait compter 1 million d'hommes. L'objectif était d'entraîner ces hommes et ces femmes à être des agents durant la guerre, pour d'éventuelles opérations en Europe. C'était un vaste réseau dont l'existence n'a jamais été révélée au public. Oui, c'était un réseau immense. Dans les couloirs du SOE circulait une rumeur. Un rapport du renseignement était parvenu jusqu'à nos bureaux, affirmant qu'Hitler se serait trouvé dans un château français près de Perpignan qu'il eût été facile de bombarder. On sollicita l'assentiment des chefs d'état-major. On demanda son aval à Churchill. Et le feu vert fut donné. Mais Hitler n'était pas en France. Il était en sécurité au Berghof. C'est là que la question fut soulevée.
Le SOE n'aurait-il pas dû avoir un plan pour éliminer Hitler? On reçut une note de service appelant à une réunion du Conseil de sécurité en présence des huiles du SOE. Oh, ainsi que de Rachel Cathcart, jeune femme officier appartenant au SIS, Secret Intelligence Service, qui aimait à croire qu'elle avait toujours un coup d'avance. Les officiers d'état-major n'étaient pas invités. Mademoiselle Cathcart. Que se passe-t-il? Vous avez lu la note? Quelle note? Bien sûr que je l'ai lu, la note. Bien. Comme la plupart d'entre vous a pu le remarquer, le projet d'assassiner Hitler pendant ses vacances en France s'est avéré totalement insensé. Quoi qu'il en soit... Le général Goebbels était l'un de ceux qui avaient établi les règles du SOE. C'était le champion de la guerre irrégulière. Il est important de se souvenir que les autorisations pour le réaliser ont été données. C'est pour cette raison que l'heure est venue d'accorder à l'élimination d'Hitler une priorité toute particulière. J'ai l'impression que la stratégie militaire d'Hitler se révèle être un vrai désastre. Et si jamais il était assassiné, je crois que cela pourrait considérablement améliorer la conduite de la guerre chez les Allemands. Le ministre des Affaires étrangères déclare, contrairement à vous, que son élimination pourrait écourter ce conflit considérablement. Je suis totalement d'accord. Tant qu'Hitler sera en place, la guerre continuera. Je persiste à penser qu'il faut le laisser en place jusqu'à ce que l'Allemagne le suive dans une défaite évidente. Le colonel Thornley, mon supérieur immédiat, était sceptique quant à une élimination. L'Allemagne est déjà arrivée à un stade où la défaite est certaine et les choses peuvent être accélérées si Hitler est mis hors circuit. Le vice-maréchal Ritchie était sur la même longueur d'onde que Goebbels. Le fait est que l'élimination d'Hitler a été traitée jusque-là de façon légèrement improvisée. Je ne tiens pas aujourd'hui à ce que nous décidions ici s'il doit, oui ou non, être effectivement assassiné. En revanche, j'apprécierais que nous décidions de former un groupe qui étudierait toutes les possibilités d'intervention et établirait un plan réalisable. Donc, pour arriver à nos fins, je voudrais que vous, Thornley, ainsi qu'un officier de la section X, vous vous mettiez immédiatement au travail. Je suggérerais aussi assez de prendre un membre du SIS qui pourra lui aussi les aider. Et de cette façon, tous les intérêts de chacun seront protégés. Et l'élaboration de l'opération Foxley pourra être lancée. Qu'est-ce qui se passe? On continue à attendre. Aussitôt qu'une idée était approuvée, l'officier d'état-major était chargé de mettre le projet au point. Et c'est à moi qu'on avait demandé « Comment élimineriez-vous Hitler ?» Quel que soit le projet à mettre sur pied, c'est toujours une sorte de puzzle. Et malgré son ampleur, celui-ci ne faisait pas exception. Il s'agit de commencer par les bords et de revenir vers le centre pour réaliser l'image. Combien existe-t-il de manières de tuer un homme? Combien y en a-t-il d'assassiner un leader? Hitler. L'important était de ne pas se montrer intimidé, mais de commencer le puzzle. Je suis fasciné par l'opération Foxley parce que c'est un projet d'une ampleur fantastique que de vouloir assassiner Hitler. C'est incroyable, c'est à couper le souffle. Mais est-ce que assassiner faisait partie de leurs activités? Un de leurs documents déclare « Nous avons l'assassinat en portefeuille en même temps que tout ce qui tient au terrorisme ou aux activités du même ordre. » Mais il est évident que l'assassinat est considéré comme un acte ne faisant pas appel à trop de scrupules moraux. C'est en tout cas ce qui est exprimé dans les documents que j'ai vus.
Il existait des gens dont nous voulions nous débarrasser. Des gens dont la disparition arrangeait tout le monde. Et faire partie de ce service empêchait de se demander si l'acte manquait ou non de courtoisie. Vous n'en aviez pas le temps. Vous aviez un objectif à atteindre et vous vous attachiez à le faire, quoi qu'il puisse en coûter. Personnellement, il me semble que, et je pense ne pas me tromper, que Churchill devait tirer un certain plaisir de cette idée d'assassinat, du simple fait que les autres y étaient opposés. N'oublions pas qu'il est l'homme qui a assis le SOE. Il n'en est peut-être pas personnellement le créateur, bien évidemment, mais c'est lui qui a donné l'impulsion première à sa création. Je pense donc que Churchill considère que, culturellement, l'assassinat est la seule chose à faire. Vous ne pouvez pas programmer une opération militaire sans obtenir de renseignements, et ceux-ci se trouvaient classifiés au SIS, Secret Intelligence Service. Alors vous faites appel à eux et vous leur posez des questions. L'ennui, c'est que le SIS avait déjà son propre programme. Toujours rien? Non. Très bien. Merci. Au revoir. Et ça ne tenait qu'à eux d'accepter ou non de répondre à nos questions. Je pense ne pas me tromper en disant que le SOE avait été créé uniquement pour la guerre, alors que le SIS, le Secret Intelligence Service, ou le MI6, ou tout autre service fonctionnait depuis plus longtemps, ce qui entraînait des affrontements, une rivalité entre les deux. Oui, ces services, de façon générale, ne cherchaient qu'à mener à bien deux activités, mais deux activités qui sont fréquemment incompatibles. Le SOE était devenu une ramification trop importante du Secret Intelligence Service. Oui, les activités du SOE étaient essentiellement les coups de force. Leur but était avant tout d'essayer de détruire l'infrastructure de l'effort de guerre de l'armée allemande. Et, dans la mesure où le SIS tendait à préférer des opérations effectuées dans le calme et la tranquillité, style « j'essaie de passer inaperçu », les clashs étaient fréquents entre les services. Pour tenter de résoudre ces tensions, les chefs de ces services devaient se rencontrer. En tant que responsable du SOE, le général Gubbins devait affronter le responsable du SIS, le général de brigade Sir Stewart Menzies, appelé plus souvent C. À vrai dire, nous autres au SIS, nous marchons en chaussons, alors que vous au SOE, vous vous déplacez en Rangers. Vous appréciez la musique forte, nous préférons le silence. Votre silence est particulièrement mortel. Votre musique aussi. L'une des opérations qui avait engendré cette tension avait été en 1942 l'élimination du chef de la sécurité nazie, le lieutenant-général Heydrich. Heydrich était l'un des cerveaux les plus tordus, adepte de la solution finale. Deux assassins d'origine tchèque furent entraînés par le SOE en Grande-Bretagne, puis réexpédiés à Prague avec les matériaux nécessaires pour la fabrication d'une bombe. Ils firent sauter la voiture de Heydrich, qui périt. Les conséquences furent terribles. Les assassins furent tués et 5000 villageois tchèques innocents massacrés. Mais l'assassinat restait la seule chose à faire. C'était une action efficace. Cela avait coûté très cher, énormément d'argent. Mais je pense toutefois que l'impact qui en résultait était très important parce qu'il permettait de mettre fin à certains aspects du comportement allemand à l'égard de tout le conflit. L'élimination de Karl Heydrich était une bonne chose, une très bonne chose. Mais le meurtre de Heydrich avait mis en lumière les différences qui existaient entre le SOE et le SIS. Et c'est précisément pourquoi je préférerais que vous acceptiez au moins de coopérer à la phase de mise en place. J'irais même jusqu'à suggérer de mettre l'un de vos hommes sur l'affaire, tout en sachant qu'en fin de journée, ce ne serait pas à moi qu'il viendrait faire son rapport. Croyez-vous que mes hommes feraient délibérément obstruction à ce projet délirant que vous avez nommé Foxley? Ça m'a traversé l'esprit. La frontière est plutôt mince entre l'obstruction intentionnelle et l'obstruction par défaut. Elles ont le même effet. Dans les deux cas, la mission n'est pas menée à bien. Le crépuscule définit précisément
la courte période où l'on ne peut reconnaître un chien d'un loup. Alors non. Personnellement, les images me laissent froid. J'ai bien d'autres préoccupations. Serait-il correct de dire que l'Allemagne nazie a actuellement atteint son crépuscule, ce qui reviendrait à dire « Faisons-nous peur aux loups qu'il la représente » Seigneur, comment se fait-il que vous soyez si obtus? Ou serait-ce l'aurore, quand le loup est endormi, que le chien veille, loyal, obéissant et très contrôlé? Ce n'est qu'un satané cauchemar auquel il faut mettre un terme. Apprivoisons plutôt ce loup. Et ensuite, comme il se doit, je lui mettrai une balle entre les deux yeux. Dans ce cas, je serai clair. Si jamais Hitler est assassiné, si on le fait disparaître, qui prendra sa suite? À votre avis, sera Himmler, Speer, Goebbels ou un autre nazi qui sera prêt à faire la paix avec nous dans la mesure où on permettra à l'Allemagne nazie de continuer? Ou Staline? Je préfère encore plutôt crever que d'avoir un communiste pour voisin. Ou les Américains, qui prendront la relève dès que l'heure sera venue. Ça vous intéresse de savoir ce qui se passera selon moi si Hitler est tué? Bien sûr. La guerre s'arrêtera. La paix lui succédera. Mais je vous rappelle aussi, comme vous le savez déjà, que dans toute cette affaire, c'est moi qui détiens la confiance de notre ami commun. J'ai parlé à C hier au sujet de Foxley. Et je dirais qu'il était loin d'être optimiste ou même enthousiaste. Mais il a dit qu'il nous aiderait de son mieux en nous fournissant des renseignements sur les déplacements d'Hitler. Veuillez en conséquence faire en sorte qu'LBX soit mis en contact avec celui que C aura choisi. Bonjour, monsieur. Vous auriez besoin d'informations, m'a-t-on dit? C'est vous qui êtes venu m'espionner, mademoiselle Cascart? Les erreurs du passé servent notre avenir. Et l'échec des projets de certains peut conduire à la réussite des nôtres. Maurice Bavo. Maurice Bavo était suisse. Étudiant en théologie, il considérait l'avènement du régime hitlérien avec horreur. En 1938, il était allé à Berghof avec l'intention d'abattre Hitler à bout portant. Mais bien qu'il se fût fait passer pour l'un de ses loyaux partisans, il ne put l'approcher suffisamment. Un des gardes lui conseilla pourtant d'aller à Munich pour tenter d'y rencontrer Hitler. Bavo se rendit donc au défilé public, où, se faisant passer pour un journaliste, il obtint une place au premier rang. Un revolver en poche. Hitler apparut, mais le temps que Bavo se saisisse de son arme, Hitler était passé. Sa ligne de tir a été masquée par le bras d'un officier nazi qui saluait. Justice immanente. Georg Elser. En 1939, Georg Elser, un ébéniste allemand, sympathisant communiste, s'était arrangé pour s'introduire dans une salle de congrès de Munich et pour placer une bombe artisanale derrière le podium d'où Hitler devait parler. Il avait réglé sa minuterie 3 jours avant sur 21h20. Hitler arriva, se mit à parler, mais sans raison particulière, écourta son discours. La bombe explosa à 21h20. Hitler était parti à 21h07. Il a raté Hitler de 13 minutes. Rien. Est-ce qu'Hitler était considéré comme une cible facile, selon vous? Klaus, si on considère le fait qu'Elser avait été autorisé à passer plusieurs nuits avant que le discours n'ait lieu dans cette salle de congrès, cette fameuse Burgerpur-Keller, ce qui lui a permis de fabriquer une niche pour y cacher sa machine infernale, s'attendrait à indiquer de façon suffisamment claire qu'à cette époque, le dispositif de sécurité entourant Hitler était encore laxiste ou incompétent, selon l'interprétation qu'on en fait. Tout était absolument ordinaire, c'était tout ce qu'il y avait de plus naturel. Il n'y avait rien de rigoureux, même à la chancellerie du Reich, la nouvelle chancellerie du Reich. Quand j'allais y travailler, ou que je circulais à l'intérieur, sur les 400 mètres de toute la chancellerie, il n'y avait aucune surveillance. Pas un garde, rien du tout. On pouvait traverser l'ancienne salle à manger et pénétrer dans l'ancienne chancellerie, où se trouvait l'appartement. Il n'y avait pas de garde, pas de surveillance, rien.
Je pense que vous avez oublié un paramètre. La chance. Je peux? Il n'est pas strictement technique, cet élément. Cela dit, je note quelle sœur ait pu croire qu'Hitler était béni des dieux. C'est évident. Et plus encore. Dans une déposition faite aux Américains, il déclare être infaillible et invincible. Et il pense être investi d'une mission divine. Au commencement était le Verbe. Moi, je croyais que c'était de Jésus. Nous devons donc ne plus tenir compte de ces facteurs. Nous devons trouver le moment où il est le plus vulnérable, la façon de s'approcher de lui et le meilleur moyen de le liquider. En d'autres termes, avec votre chance apparaît la mort. Pensez-vous que Hitler ait pu se considérer comme étant invincible et immortel, et donc ait pu décourager tout renforcement de la sécurité à son égard? Pas tout à fait. Je pencherais plutôt pour l'idée que, curieusement, on lui faisait une confiance aveugle, puisqu'on ne s'était pas attendu à un dictateur tel que lui. Une nuit, il y a eu un raid aérien. À cet instant, on a vu Hitler sortir dans le jardin pour venir regarder les faisceaux des projecteurs balayant le ciel. Nos mitrailleuses sont entrées en action et l'un de nos camarades a dit « Mon Führer, il faut aller vous mettre à l'abri, s'il vous plaît. Allez vous mettre sous ce toit, car nous, on lui tire dessus. Et vous pourriez recevoir un éclat si on l'abattait. » Hitler a répondu « Il ne peut rien m'arriver. » Et il n'est pas allé s'abriter sous le toit. Il a ajouté par la suite que ces hommes, c'est-à-dire nous faisions du très bon travail, qu'il était très, très satisfait. Mais il voulait que personne ne reste à ses côtés. Il refusait toute forme de protection trop importante ou de sécurité renforcée. Il ne le supportait pas. J'étais une sorte de détective qui ne cherchait pas des indices pour résoudre un meurtre, mais pour le commettre. À cette époque, des bribes de renseignements nous parvenaient de toute l'Europe occupée. Ils étaient aussitôt récoltés par nos agents et versés dans nos dossiers. Tout ce que nous avions à faire, c'était de les interpréter. Alors, au bout du compte, quelles sont nos possibilités? 1. Quand il est au Berghof. 2. Quand il voyage dans son train. 3. Au cours de ses apparitions en public. 4 de près pendant une réunion personnelle. Commençons par le Berghof. Il nous faut des photos aériennes de toute la zone. Certaines personnes à la Wehrmacht essaient de faire votre travail. Il aime le jus de pomme. Il aime le jus de pomme et il a l'estomac fragile. Vous savez qui a fait ça? Il ne supporte pas les plats épicés et il prend du lait dans son thé. Pas nous. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un colonel allemand a eu un entretien avec Hitler et que dans sa mallette, il avait une bombe. Le colonel von Stauffenberg appartenait à un groupe d'anciens soldats de sang bleu qui complotaient pour assassiner Hitler dans sa tanière, à savoir son QG situé au plus profond des forêts de la Prusse orientale. Stauffenberg s'était fabriqué une bombe avec des éléments fournis par le SOE. Il l'avait placée sous la table sur laquelle Hitler travaillait. Il prétexta avoir oublié quelque chose et quitta la pièce. La bombe explosa au moment où Stauffenberg s'enfuyait triomphalement en voiture. Oui. Je vous la passe. Allô? Merci. Il a survécu. Blessé mais vivant.
Il a dit « Je suis immortel ». Hitler avait survécu. Il n'avait que de légères blessures au bras. Stauffenberg fut arrêté et exécuté le soir même. Il faut qu'on continue dans la même direction. Il y a un petit changement, il faut travailler en tenant compte. Tout à fait, monsieur. Après ce qui vient de se passer, les Allemands qui résistent encore au régime ne voudront plus nous aider sur ce projet. La sécurité va certainement être décuplée. Merci. Tout le monde va devenir paranoïaque, en tout cas ceux qui l'entourent. Je dois aller à une réunion. À propos du projet? Non, rien à voir. Il faut reconnaître qu'après cet événement, la sécurité a été très largement renforcée autour de lui. Et il est évident qu'il aurait été beaucoup plus difficile pour un tueur à gages venant de l'étranger de l'éliminer pour la simple et bonne raison que le nombre de ses apparitions en public diminua considérablement. Il n'en faisait plus qu'une ou deux par an. Et c'est ce qui finalement aurait été la meilleure chance, qui aurait représenté la meilleure possibilité pour un tueur étranger, dans la mesure où il aurait eu quelqu'un à l'intérieur lui fournissant des renseignements récents. Oh, la sécurité avait été très renforcée, je dois l'admettre. Il n'était plus facile du tout d'arriver à s'approcher d'Hitler. Il y avait un premier cercle constitué de 24 personnes. Ensuite, il y avait un deuxième cercle, et puis un troisième. Et il était pratiquement impossible d'avoir accès à Hitler. Enfin, sauf pour ceux qui appartenaient à cet entourage. La résistance allemande s'était évanouie, mettant ainsi un terme à tout espoir d'action de l'intérieur. Mais les Alliés faisaient des milliers de prisonniers en France. Et chacun d'entre eux pouvait être formé et faire un assassin potentiel. J'étais arrivé dans ce pays par le canal de l'immigration. Et j'y ai été examiné. Toute ma vie a été décortiquée. On m'a demandé pourquoi j'étais là. Et ceux qui étaient capables, mentalement et physiquement, et qui étaient déterminés à venger les atrocités qui avaient été faites, on les choisissait pour une présélection à des cours préliminaires donnés dans les comtés environnants. Ils étaient soigneusement formés, mais si on découvrait quoi que ce soit contre eux, ils étaient écartés. Mon attention avait été attirée par le rapport d'interrogatoire d'un prisonnier de guerre polonais. On le signalait comme étant particulièrement zélé et acquis à la cause des Alliés. Je vous l'ai dit. Redites-le nous. Vous voulez contrôler mes réponses. Bon, j'ai été élevé en Pologne, près de la frontière allemande. C'est pour ça que je parle couramment l'allemand. Et vous avez été récupéré en première ligne en Normandie? Non, en seconde ligne. Ils ne m'auraient jamais mis sur le front. Parce qu'ils pensaient que vous vous seriez rendu? Parce qu'ils savaient que je l'aurais fait. Et je l'ai fait. Ce qui est dommage, c'est que vous ayez mis autant de temps pour arriver jusqu'ici. Mais ils vous faisaient suffisamment confiance pour vous donner une arme? Vous savez, la confiance était inutile. Ils avaient la possibilité de me liquider comme ils le voulaient. Et bien sûr, en 1939, vous avez dit que vous choisissiez de combattre de leur côté. Vous savez, monsieur, quand l'armée nazie envahit votre pays, arrive dans votre village, pointe une arme sur vous, menace de tuer toutes les femmes et tous les enfants en disant « Vous avez le choix, battez-vous pour nous ou mourrez », ce choix est vite fait. N'aurait-il pas été plus honorable de mourir? Un homme mort ne peut pas se venger. Et c'est pour ça que vous voulez vous battre avec nous? Donnez-moi une bombe et la guerre sera terminée. Chercher une solution à ce qui était considéré comme la destruction de la patrie, de la terre, c'est moins une vengeance que la quête d'une résurrection de leur famille, si elle était encore en vie, et de leur pays, parce que le pays est très important quand vous combattez dans une guerre. Les futurs agents étaient envoyés dans des écoles d'entraînement spéciales et formés aux techniques de la guerre irrégulière. Le combat à main nue, le camouflage, le terrorisme, la subversion et tout ce qui pouvait les préparer à une mission inconnue.
Les missions les plus souvent réussies par le SOE étaient les déraillements de trains. En 1942, une équipe de saboteurs polonais avait ordre de faire dérailler un rapide. Les charges furent mises en place et le résultat de l'explosion fut la mort de 430 Allemands. Ce fut un triomphe stupéfiant. Nous avions à présent réuni pas mal de renseignements sur le Führerzug, le train spécial dans lequel se déplaçait Hitler à travers l'Allemagne. Les dates de ses déplacements, ses parcours, ses sécurités. Nous savions même par qui le ménage était fait, par des Françaises prisonnières de guerre. Le Führerzug est décrit aujourd'hui comme étant d'un violet sale ou bleu très foncé. La vitesse de ce Führerzug varie de 90 à 120 km/h. En Allemagne, le réseau ferré est relativement peu surveillé par la police militaire et ni les ponts ni les tunnels ne sont fortement gardés. Nous possédions donc des renseignements sur le train d'Hitler et nous avions aussi l'expérience du sabotage. De ce fait, il était envisageable de programmer l'assassinat du Führer pendant l'un de ses voyages. L'heure était également venue pour moi de cesser de me poser des questions et de me lancer dans des actions réellement concrètes. Les lignes allemandes avaient été enfoncées en Normandie et la route de Paris était grande ouverte. L'armée rouge progressait vers Varsovie. La machine de guerre nazie chancelait. L'opération Foxley pouvait peut-être la faire basculer. Faire sauter son train, c'est la meilleure des solutions. Nous savons de façon certaine qu'Hitler fait régulièrement le voyage depuis Berlin jusqu'à la gare la plus proche du Berghof, qui se trouve être Salzbourg. Nous savons que la sécurité du train est prévenue 2 ou 3 heures à l'avance et 20 minutes pour ce qui est de la gare. Nous n'avons pas accès à ce genre d'informations. Comment? Ben si. On peut les avoir dans les cafés grâce aux Françaises qui s'occupent des trains. Vous pouvez avoir ces renseignements? Oui. Il suffit de sortir avec elles, on doit pouvoir arriver à les faire parler. Ensuite, l'homme chargé du sabotage, déguisé en chef de gare ou en officier de police, devrait réussir à poser facilement ses charges et à détruire le train quand il rentre dans un tunnel. Et comment peut-on être sûr qu'Hitler est à bord du train? Selon vous... Est-ce que vous pouvez arrêter ça? Vous venez de dire que les gares n'étaient prévenues que quelques minutes avant le passage. Et même si nous avions des hommes en place, ce qui n'est pas le cas, mais je vous jure... il serait déjà trop tard. Les horaires sont toujours transmis en code que nous n'aurons pas le temps de décrypter. Nous n'avons aucun agent dans cette zone. Et nous savons que les résistants allemands sont devenus quantité négligeable. Et le plus important, la seule et unique chose dont nous soyons certains, c'est qu'Hitler est très imprévisible. Il change d'avis à la dernière minute, ne sacrifiant jamais à la routine. Dans ce cas, nous avons le plan B. Qui est? Le saboteur pourrait attendre à la gare avec une serviette bourrée d'explosifs et la lancer sous les roues du train au moment où il passerait. Cela dit, le saboteur devrait être prêt à affronter les éventuelles conséquences. Ce sont des êtres humains, monsieur. Je suis sûr qu'on peut en trouver parmi les prisonniers allemands ou autrichiens qui auront suffisamment de haine envers Hitler. Et qui seront prêts à affronter une mort certaine? Oui. Ça peut mettre en danger les contacts qui sont en place. Et alors? Les contacts que nous avons aujourd'hui devraient déterminer la reconstruction de l'Allemagne après la guerre. On n'en est pas là. Cela dit, ce n'est pas à négliger. Il faut finir cette guerre d'urgence. Oui, mais il faut la finir proprement. C'est votre discours, ça? Que voulez-vous dire? Ah, j'ai peut-être oublié de vous informer de quelque chose. Je me réfère à une note du Foreign Office arrivée chez nous il y a 2 jours. Je cite. Nous pouvons affirmer de façon définitive que les choses sont bien mieux aujourd'hui qu'elles ne l'auraient été si le complot perpétré le 20 juillet avait réussi et qu'Hitler avait pu être assassiné. C'est pour ça que vous avez filé à votre réunion l'autre jour, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Soyez franche. Mademoiselle Cascart, pourriez-vous répondre par oui ou par non?
En tant qu'officier du renseignement, on vous a demandé de nous fournir des informations. Oui, monsieur. En tant qu'officier du renseignement, vous ne travaillez pas pour le SOE, mais pour le SIS. Oui, monsieur. Y aurait-il conflit d'intérêts? Il ne doit pas y en avoir. Vous aurait-on demandé de freiner cette opération depuis la bombe de Stauffenberg? Vous êtes en train de concevoir un plan qui doit être effectué de façon minutieuse. Il y a des considérations stratégiques de la plus haute importance qui interfèrent dans votre plan, et je suis là pour m'assurer que vous en avez pris conscience. Votre projet ne doit pas être inadapté, car il y a plus de choses en jeu que cette simple opération. Merci, mademoiselle Cathcart. Sandra, veuillez ajouter les informations que nous avons concernant le Führerzug et ses déplacements sont loin d'être assez complètes et précises. Une vérification au dernier moment par les saboteurs ou leur chef est recommandée. Nous sommes en présence d'un officier d'état-major qui entend différents sons de cloche au sein même de l'organisation et qui en arrive à se dire « Eh bien, peut-être qu'on pourrait faire comme si » ou bien « Ah ben non, j'ai lu ça, alors il vaudrait mieux faire comme ça ». Non mais vous imaginez un agent qui attendrait sur un quai de gare avec une bombe sur lui qu'il a soit déjà programmée, soit qu'il doit amorcer à l'endroit où le train ralentit en vibrant et descend à je ne sais quelle vitesse pour finalement la lancer pour détruire les voies et le faire dérailler ou encore la faire exploser sous le wagon d'Hitler. Ce serait absolument dingue. Les comptes rendus étaient soumis à mon patron, Thornley. Et les bruits de couloir indiquaient qu'il ne se laissait pas impressionner. Mais il y avait un fossé énorme entre la prévision et la réalisation d'une opération. Le projet du train n'était plus d'actualité, mais juste une éventualité d'action. Il y avait d'autres solutions pour assassiner Hitler. Il fallait que j'en trouve une. Le principal mérite de celui-ci est qu'il n'y a aucun antidote. Vous le prenez et vous êtes mort. Tout le monde connaît l'anthrax, le cyanure, la toxine botulique et quelques autres. Tous disponibles, testés et essayés. Mais si une dose suffisante de ce merveilleux petit génie est ingérée, elle est aussitôt fatale. Il n'a ni goût ni odeur et il n'affecte en rien les eaux plates ou gazeuses. Montrez-moi. Tout de suite. Rien du tout. Le thé? Oui, mais avec du lait. Il en met toujours dans son thé. Je connais la personne? Ça m'étonnerait. Il n'en saura rien. Le poison était peut-être la meilleure solution. La nourriture d'Hitler était fournie par des fermes allemandes où tout était surveillé et goûté. Mais à bord du train, on s'approvisionnait en eau dans les gares sans qu'elle soit contrôlée. Il y avait une faille dans la sécurité. Agir sur l'eau qui sert pour la cuisson et la boisson est le seul moyen clandestin que nous envisageons et qui s'offre à nous. Il aurait été possible pour un agent de verser de nuit le produit dans le réservoir du wagon sous forme d'une puissante solution, qui, le balancement du train aidant, se serait dilué. La solution de l'eau était intéressante car elle pouvait être menée à bien par une seule personne de l'intérieur. Ouais. Cela dit, elle engendrait aussi tout un tas de problèmes dans la mesure où il fallait infiltrer l'équipe de protection rapprochée, ce qui à mon avis était pratiquement impossible. Ou alors, il fallait empoisonner l'eau très en amont, ce qui entraînait des recherches particulièrement précises, de longues périodes passées sur le terrain. Et avait-on encore les moyens de mettre en place quelqu'un 6 mois avant pour empoisonner l'eau? Le projet d'empoisonnement d'Hitler était trop ambitieux, voire même impossible.
Il allait falloir que je trouve autre chose. À l'ouest, les Alliés s'approchaient de Paris. À l'est, les Russes libéraient les villes les unes après les autres. La défaite allemande semblait inévitable, et plus on voyait que la victoire allait se remporter sur le champ de bataille, moins on s'intéressait à l'assassinat d'Hitler. Le SIS était plus particulièrement inquiet de ce qui pouvait se passer en Allemagne si le Führer était éliminé. On voulait une reddition sans condition, et le meurtre d'Hitler à ce moment précis pouvait menacer cette reddition. Et à cause de l'influence qu'elle pouvait avoir sur l'avenir, l'opération Foxley fut remise en question. Je suppose que vous êtes au courant de ce que Churchill a dit au sujet des tentatives d'assassinat. Aussi décisives qu'elles aient pu être à un moment, aujourd'hui, elles n'ont plus notre confiance. Nous avons plutôt foi en nos bras puissants et en la justice de notre cause. Ensuite, il a parlé de nous et de la tentative de meurtre. Oui, pour nous redonner le moral. Il sera difficile de nous le remonter. Je sais qu'il y a toujours beaucoup de scepticisme avec les projets que je leur propose. Non, ne répondez rien. Nous devrions envisager la possibilité d'utiliser un tireur embusqué. On y a déjà pensé en 1938, c'est l'attaché britannique à Berlin qui l'avait suggéré. Pourquoi n'ont-ils pas accepté? Ils se sont interdits de tuer un homme pour ce qu'il risquait de faire dans l'avenir. Un assassinat est difficile à justifier quand on n'est pas en guerre. On appelle plutôt ça un meurtre. Ça fait déjà 4 ans qu'on est en guerre et ce sont ces tergiversations qui m'apparaissent comme des meurtres. Voyez-vous, il y a 5 ans, si quelqu'un m'avait dit « j'ai perdu un être cher », j'aurais répondu « oh mon Dieu, j'en suis navré ». Aujourd'hui, je réponds moi aussi. Je sais. Toutes les personnes que je connais ont perdu quelqu'un. Je suis d'accord avec vous. Il faut éliminer Hitler. Mais il faudrait aussi éradiquer le nazisme. Ouais. On est sur la même longueur d'onde, en fait. En effet. On est tombé d'accord. Et je vais trouver un tireur d'élite. LBX? Oui? Bon alors, je viens de vous envoyer une liste de tireurs d'élite de première force. Il y en a un qui revient du front et qui pourrait particulièrement vous intéresser. C'est un fantassin qui a suivi un entraînement militaire. Actuellement, il est instructeur pour tireurs d'élite dans l'un de nos camps d'entraînement spéciaux. Sergent Langley. Le tireur d'élite n'est pas un homme qui tire au petit bonheur sur un inconnu. Mais il ne doit pas y avoir de différence entre abattre un homme et toucher une cible. Il faut garder 2 choses en tête. Accomplir la mission et parvenir à s'en sortir indemne. Quel est le profil du tireur d'élite, David? Les premières qualités que l'on demande à un tireur d'élite sont celles que possède un bon fantassin. Ensuite, il doit savoir déchiffrer une carte, être capable de lire le sol, de savoir se déplacer sur le terrain de la façon la plus invisible possible. Il doit être maître dans l'art du camouflage, de façon à pouvoir se dissimuler et à pouvoir trouver le meilleur emplacement d'où il pourra ajuster sa cible. Il y a l'aspect mental aussi. Il doit être capable de compartimenter, avoir la capacité de faire abstraction de tout ce qui se rattache à des sentiments humains, parce que quand il met une cible en joue, la qualité même de sa lunette d'approche le met pratiquement en contact direct avec un être humain qui peut ne pas être un militaire.
Comme par exemple quelqu'un qui fait la queue dans une file d'attente. Il doit même savoir faire taire ses besoins naturels. Il faut donc recruter des gens qui savent se concentrer et agir avec un sang-froid suffisant pour être capables de se dire que ce qu'ils font est tout à fait normal quand ils abattent quelqu'un. Moi, je vise un peu au-dessus de l'estomac. Certains préfèrent la balle dans la tête. On ne fait plus un seul mouvement. On se vide l'esprit jusqu'à ne plus entendre que notre respiration. Il y avait plusieurs possibilités d'opérer pour un tireur d'élite. À Berlin, mais nous savions que la sécurité était maximum. Au cours de l'une de ces apparitions publiques, mais elles étaient de moins en moins fréquentes. Ou au Berghof. Le Berghof est situé dans une sorte d'amphithéâtre des Alpes bavaroises et à proximité de l'ancienne frontière autrichienne. La plus grande partie du site est constituée de collines ainsi que de forêts denses, ce qui permet de fournir une bonne couverture, même en hiver. C'est par là qu'on entre au Berghof. Voilà le Berghof, la résidence d'été d'Hitler. Ça, c'est l'appartement d'Hitler. Là, il y a son bureau, et sur le côté, on trouve la chambre. C'était très joli. Oui, vraiment splendide. Ça, c'est une scène idyllique du Berghof. Ce site était privé, ne répondant à aucune règle gouvernementale. Là, c'est Hitler dans l'intimité devant sa maison. Nous savions que le Berghof était un endroit magnifique, et cela rendait d'autant plus grotesque le complot que nous y préparions. Hitler s'y rendait depuis les années 30, et depuis cette époque, guerre ou pas guerre, il aimait à y prendre du bon temps avec ses proches. Nous avions déjà amassé une grande quantité de renseignements sur le Berghof, mais j'avais fait savoir qu'il me fallait des éléments nouveaux. C'est Rachel et le SIS qui firent une découverte capitale. On lui a dit que vous étiez un officier du renseignement. Lui appartenait à la garde personnelle d'Hitler et il est tombé en disgrâce à la suite de l'abus de Schnaps. On a même une photo de lui à côté d'Hitler. Difficile de l'identifier, on ne voit pas son visage. C'était vraiment incroyable. Nous venions de mettre la main sur un prisonnier de guerre qui avait appartenu à la Wehr Company, la garde rapprochée personnelle d'Hitler. Le défi que j'avais à relever était de l'amener à parler de sécurité, de le piéger avec quelque chose que je savais déjà dans l'espoir qu'il m'apprenne ce que j'ignorais. C'est un bon endroit où être muté. Et le point de vue de la terrasse est majestueux, je vous assure. Quand vous y êtes, vous vous sentez magnifié. Rien ne soutient la comparaison. Tout autour, la forêt, les pins. Certains lieux, comme par exemple le salon de thé, semblent être perpétuellement dans la nuit. La neige tombe de bonne heure à cause de l'altitude élevée, dès le début de septembre parfois. Toute sécurité est rendue pratiquement impossible à cause de cette épaisse forêt. Et les collines, c'est encore pire. Ça n'arrête pas de monter et de descendre. Pourtant, vous deviez garder tous ces bâtiments, la résidence d'Hitler, les maisons de Bormann, de Göring, celles des domestiques, bien évidemment les baraquements des SS, sans parler du salon de thé et de l'hôtel. Il n'y avait pas d'hôtel. Ah pardon, je croyais qu'il y en avait un. On m'a remis une liste de tous les bâtiments et vous pouvez regarder. Ah, ça a été un hôtel. C'est devenu un hôpital. Ils amenaient les soldats blessés sur le front de Norvège ou sur d'autres fronts, et ils les soignaient là. Les troupes de retour de Norvège sont basées en petites unités autour du Berghof. Mais c'est moi. Ah oui ? On était très fiers. On était tous très fiers. On était les gardes du corps les plus proches d'Hitler. On veillait sur le seuil de sa porte. Sa sécurité personnelle était prise en charge par la RSD, à savoir la police militaire. Les patrouilles de la RSD sont habituellement accompagnées de chiens. Les laissez-passer sont bleu foncé et doivent tous être estampillés.
Des postes de garde, constitués de sentinelles des factions civiles, surveillent les environs et les routes. Ils ont l'air d'ouvriers ordinaires et sont d'origines diverses. Mais tous sont rattachés aux nazis et bien considérés. Le commando SS proche du Führer forme le premier cercle de protection. Ça devait être un vrai cauchemar? De ne jamais savoir quand il devait arriver, quand il prévoyait de partir ou ce qu'il allait faire quand il était là? Hitler est quelqu'un qui peut agir de façon imprévisible. Il change toujours d'avis et ne fait jamais ce qui était prévu. Mais quand Hitler est au Berghof, il va toujours faire une petite promenade le matin. Il va au salon de thé de Mouslaner. Qu'entendez-vous par une petite promenade? Il s'en tient toujours à la même routine. Il se lève, entre 9h et 10h, il rend visite à son barbier, et puis il va faire sa promenade. Et à chaque fois, il descend la colline. Ça lui prend 15 à 20 minutes. Et ça, c'est un moment bien à lui. Il y a un garde SS à chaque extrémité de la promenade, et un autre qui patrouille le long de la route. Mais Hitler ne supporte absolument pas de se sentir surveillé. Au Berghof, il se sent à 100% en sécurité. Il fait même envoyer le drapeau à croix gammée quand il est là. On le voit flotter depuis le café de la ville. Il est dans son monde, dans sa maison, c'est son univers. Il a des habitudes. Il refait toujours les mêmes choses. Alors, à 9h, il est là. À 10, il est chez son barbier à s'occuper de sa saleté de moustache. Et ensuite, il fait sa marche de 20 minutes jusqu'au salon de thé. Il n'y a aucun garde, il n'en veut pas. Bon. Ce chemin est sous la surveillance de la sentinelle qui est là. Et il ne l'est qu'en partie pour celle d'ici. Mais de là à là, personne ne le voit. Il est tout seul. Mais quand Hitler allait jusqu'au salon de thé, nous le suivions, on restait à environ 70 mètres derrière lui. Mais on ne nous demandait pas d'avoir un armement spécial. On le suivait comme on aurait suivi un individu normal. Mais comme il y avait une arme qui faisait partie de l'uniforme, on en avait une. Elle faisait partie de la tenue. Mais de toute façon, ce n'était pas vraiment nécessaire. Comment saura-t-on qu'il y est? Votre homme de la Var Compagnie est catégorique sur le fait qu'il fait hisser un drapeau à croix gammée à chaque fois qu'il se rend au Berghof. Et ce drapeau, on le voit du café qui est en ville. De ce côté-là, c'est la maison d'Hitler, le Berghof. Alors Hitler passait par ici. Il suivait ce chemin à travers la campagne, à découvert. Et là, il y avait le salon de thé. Tenez, le voilà, le salon de thé. Et je pense que c'est par ici, de là à là, en tirant d'ici, qu'il aurait été possible de tuer Hitler. Parce que là, il était complètement à découvert. Hitler est tellement sûr de lui qu'il croit qu'il est invulnérable quand il est dans sa maison, alors que c'est le seul endroit où il est vulnérable. Il est à nous. À partir de maintenant, c'était une course contre la montre. Paris venait d'être libéré, le front Est commençait à craquer, mais chaque victoire était une défaite pour mon projet qui risquait de ne pas aboutir. Ceux qui disaient qu'il valait mieux laisser Hitler en place là où il allait tout gâcher commençaient à donner de la voix. Et mon patron Thornley dut prendre sur lui pour essayer de défendre mon projet. Vous avez écrit ça quand? Hier. Qui l'a eu? Tout le monde. En tant que stratège, Hitler a été particulièrement efficace pour l'effort de guerre britannique. Alors bien que la situation militaire ait pu être temporairement stabilisée sur le front occidental, il ne faut pas perdre de vue que la puissance militaire de l'Allemagne n'a à cette heure pas encore été totalement détruite. Et vouloir éliminer Hitler aurait pour conséquence immédiate d'en faire un saint et de donner naissance au mythe que l'Allemagne aurait pu être sauvée s'il avait vécu. Ce serait un véritable désastre que le monde vienne à penser que les Alliés ont eu recours à ce genre de basse besogne parce qu'ils étaient incapables de vaincre la machine militaire allemande. Il ne va pas dans le sens des intérêts de nos alliés et de leur cause que les services du SOE veuillent maintenant faire assassiner Hitler.
Et vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Pour la première fois que j'ai un plan qui tient techniquement la route, le voilà qui me le refuse d'une manière tout aussi catégorique qu'il a eu de me refuser celui que j'ai présenté il y a 3 mois. Vous aviez ordre de présenter un plan. C'est la seule chose qu'on vous a demandé. Oui, mais il fallait qu'il devienne opérationnel. Et à mes yeux, voyez-vous, tant qu'il n'a pas été mené à bien, c'est un échec pour moi. Sans vouloir vous vexer, il a des lacunes. Je vous demande pardon. Oui, par exemple, permettez-moi d'être franche. Vous avez un plan au moment où votre tireur se trouve au Berghof. Mais vous n'avez pas encore envisagé comment vous alliez l'amener sur place et encore moins comment l'en faire sortir. L'infiltration et l'exfiltration sont prises en compte quand le plan devient opérationnel. L'important pour nous, c'est que nous ne voulons surtout pas perdre de vue l'ensemble de la situation. Et moi, je ne veux pas perdre de vue mes responsabilités. Je ne les perds pas de vue non plus, si c'est ça que vous assignez. J'en suis très conscient. Excusez-moi, monsieur. Vous croyez que c'est un problème d'ego? Ne me dites pas que c'est vraiment ce que vous pensez. Il existe un projet qui, j'en suis persuadé, mettra un terme à tous ces massacres. Un projet qui fonctionnera et que n'importe quel soldat serait prêt à exécuter quels qu'en soient les risques. Je me moque de savoir qui est à l'origine de ce projet. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il prenne corps et qu'il se fasse. Mais ça ne dépend pas de nous. D'un seul coup, tout le monde avait une opinion. La note de Thornley avait mis le feu aux poudres. D'un côté, il y avait ceux comme mon allié Ritchie qui voulaient l'éliminer, et de l'autre, ceux qui, comme Mademoiselle Holmes, préféraient le laisser s'enferrer. Mais personne n'était d'accord. Pour reprendre les arguments de la note de Thornley, il n'est aucune basse besogne, et tous les moyens visant à détruire un être aussi pernicieux et au commandement aussi abject doivent être mis en œuvre. Hitler doit être autorisé à vivre jusqu'à ce qu'il décède de décrépitude sénile devant les yeux du peuple qu'il a induit en erreur. Enlevez-lui son auréole. Il deviendra la risée du monde. Nous savons très bien que tant qu'il restera en vie, il conservera la loyauté des généraux qui voulaient s'en aller ainsi que d'une grande partie de ses hommes. En revanche, s'il est assassiné, il n'en restera plus rien. Tout cela est totalement faux. Si jamais ce meurtre peut être relié aux Alliés, il deviendra le plus grand martyr de tous les temps, c'est évident. Le projet en cours devrait continuer. Est-ce que finalement c'était une bonne idée que de vouloir assassiner Hitler? Oui, parce qu'il y avait une polémique sur le fait qu'il faisait de telles erreurs stratégiques qu'il valait peut-être mieux le laisser faire. Qu'est-ce que vous en dites? On pouvait choisir d'avoir un point de vue cynique et dire qu'effectivement il semait la pagaille dans l'effort de guerre allemand. Et de ce fait, le laisser finalement encore un moment à la barre. Mais dans le même ordre d'idées, si vous décidiez de choisir ce cas de figure, vous n'étiez pas sans ignorer que la guerre n'était pas encore terminée, qu'elle pouvait encore durer de 5 à une quinzaine de mois, et que l'essentiel de votre prévision, à savoir celle faite par vous et vos alliés, risquait de compter quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers de morts supplémentaires, dans le seul but d'en arriver au résultat que vous escomptiez. En revanche, si d'un autre côté, votre désir avait été d'en finir avec la guerre le plus rapidement possible, vous deviez l'éliminer. Enfin, si vous aviez eu, oui, si vous aviez eu, avec un grand si vous aviez eu la chance de la battre du premier coup. Parce que vous deviez savoir que cette chance, vous ne l'auriez pas une seconde fois. Mais même s'il avait été tué à cette époque, est-ce que cela aurait signifié la fin de la guerre? Eh bien, oui. Elle ne se serait peut-être pas arrêtée tout de suite, cela aurait peut-être pris 1 ou 2 mois, mais oui. Je n'étais pas convié au débat politique. Ça ne faisait pas partie de mes attributions. Et pourtant, on me demandait maintenant de faire un rapport définitif. À mes yeux, il était évident que l'option du tireur d'élite était la meilleure. Le moment était donc venu de prouver que mon projet était fiable. L'approche se fera par l'endroit le plus éloigné de tout. À travers les bois, jusqu'au barbelé. Est-ce qu'il y avait une possibilité d'arriver sur place en venant de l'Est et en remontant vers le Nord? Oui, ça aurait été possible. Dans ce coin-là. Voilà, par ici. Il y avait quand même un obstacle important de ce côté-là, la rivière. En voyant cette carte, j'ai l'impression que cette zone était relativement peu habitée. Oui. Et je suis persuadé qu'on aurait progressé plus facilement en venant de cette direction. D'ailleurs, j'imagine qu'on n'aurait pas rencontré beaucoup de gens en coupant par là. Les intervenants ne devraient pas être en position avant 10 heures du matin, de façon à laisser passer la patrouille avec les chiens. Je crois que les chiens étaient le plus gros problème. C'est évident.
Oui, oui. Parce que rien n'échappe à un chien. En effet. Si un homme avait dû se mettre en place à l'endroit où le tireur d'élite devait se positionner, il aurait fallu qu'il parvienne à masquer sa propre odeur d'être humain, ses odeurs corporelles et autres. Et personnellement, j'aurais conseillé qu'il se serve de fumier ou d'excréments d'animaux et qu'il s'en couvre le corps, parce que c'est une odeur familière pour le chien. Et comme ça, il pourrait ne pas identifier le soldat. Le tireur d'élite bien caché, des balles explosives plein le chargeur, et pour sa protection rapprochée, des grenades à main. Pour sa protection rapprochée, et en cas d'urgence, s'il y avait un guet-apens. Quand on regarde la carte qui est là, excusez-moi, cette ligne-là, c'est le tracé de la clôture, c'est pas une deuxième clôture, côté extérieur. Il n'y a qu'une seule clôture. Ah oui, il n'y a qu'une seule clôture. Bon, c'est tout de même très proche, il n'y a pas besoin d'être à l'intérieur de la clôture pour avoir la totalité du chemin dans sa ligne de mire. C'était tellement proche qu'il était impossible de le manquer. Le tireur d'élite devra porter une tenue de soldat des montagnes puisque tout le personnel de sécurité la porte. Oui, effectivement, ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas grand avantage en ce qui concerne le tireur à être habillé en montagnard-allemand. Le seul avantage que cela présente, c'est de pouvoir se rendre sur place plus facilement. Oui, et d'en repartir tout aussi facilement. Et d'en repartir, bien sûr. En tout cas, moi je suis pour le déguisement. Ah, vous êtes pour, vous? Absolument, avec un fusil de type Mauser. Oui, parce qu'à partir du moment où vous atterrissez jusqu'à l'instant où vous l'avez finalement dans votre ligne de mire, je dirais qu'un million d'événements imprévus peuvent se produire. Oui. Et il peut même être nécessaire, voire vital, que vous soyez amené à parler pour demander votre chemin. Et de ce fait, il vaut mieux connaître un peu l'allemand. Dans ce cas, la question qui se pose, c'est vaut-il mieux avoir un bon tireur, ou bien est-il plus important que l'homme soit plus familiarisé à l'environnement et soit capable de franchir plus facilement les barrages et autres difficultés? Si vous pouvez faire une entrée discrète, il est évident qu'il faut quelqu'un qui possède de très grandes qualités d'homme de terrain, et c'est ce que vous pouvez attendre d'un tireur d'élite militaire. En revanche, si l'arrivée sur place doit se faire à coup d'artifice, je ne connais aucun soldat capable d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je pense aussi que nous devons en arriver à l'option qu'il nous faut 2 hommes, l'un étant le tireur d'élite, et l'autre appartenant au SOE, et chargé de faciliter au mieux l'arrivée sur place. Pourriez-vous envisager une opération en Allemagne? Bien sûr, seulement je ne parle pas très bien l'allemand. Nous voulons associer vos qualités à celles d'un agent du SOE qui, lui, le parle couramment. Alors on irait à 2? Cet agent faciliterait votre accès à l'environnement de la cible pour que vous ayez le meilleur angle de tir. Vous avez déjà la personne en vue? Un prisonnier de guerre polonais. Je vous parle de la cible. La cible se trouve en Bavière, tout près de ce qui était l'Autriche. Plus précisément, ça s'appelle le Berghof. Le Berghof? La résidence d'Hitler? Il y a effectivement un risque évident, inhérent à l'opération, avec une cible d'une telle envergure. Ma première réaction a été de réagir aux difficultés qu'un tel projet pourrait présenter. Il paraît impossible. Mais si nous avons choisi le Berghof, c'est spécialement à cause de ses carences en sécurité. L'élément de renseignement le plus décisif nous est parvenu par un garde du corps qui déclare que notre cible fait régulièrement une promenade matinale depuis ici jusqu'à la maison qui est là, en terrain découvert, bordée d'une forêt très dense et sans garde. Hitler aurait imposé à ses gardes de le laisser tout seul pendant qu'il fait sa promenade. Qu'est-ce que c'est que ça? Des postes de sentinelle, il y en a là et là. Mais ils ne peuvent pas surveiller le sentier sur la courbe que vous voyez ici. Et ça? Une clôture périphérique. Mais elle n'est pas électrifiée, il n'y a pas d'alarme ni de fil piégé. Et elle doit être à environ 100 ou 200 mètres du sentier. Il y a des chiens? Oui, on sait qu'il y a une patrouille avec un chien qui passe avant sa balade, alors il faudra que vous arriviez. Comment on y accède? Eh bien, il est possible de marcher le long de cette route en étant déguisé et ensuite de couper à travers bois le long de la rivière qui est là.
Vous êtes marié? Non. Une petite amie? Comment est-ce qu'on fait pour l'exfiltration? Nous ne sommes pas en France, donc nous ne pourrons pas vous envoyer de petit avion. Je suppose qu'on doit pouvoir partir vêtu d'uniforme de soldat allemand. Oui. Je l'espère. Je pense que la plupart d'entre eux savaient parfaitement qu'ils partaient pour ce qu'était leur dernier voyage. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient entraînés pour ça, qu'ils avaient une forte motivation et qu'il fallait que le travail soit fait. Ils se disaient, on m'a confié cette mission et on me fait confiance. Alors si je n'en reviens pas, tant pis, il faut que j'y aille. L'heure était venue de soumettre l'opération Foxley. Pour l'heure, mon travail était terminé. La décision de lancer l'opération ou de la ranger dans un tiroir allait se prendre sans moi. Mais les rapports du renseignement continuaient à affluer. Peut-être que Rachel avait enfin fini par comprendre que ce n'était pas qu'une affaire personnelle. Allô? Mademoiselle Cathcart. Bien. Et vous? Quand? J'ai un oncle là-bas. Un jeune officier allemand du nom de Deezer venait d'être capturé. Il allait peut-être pouvoir nous fournir la dernière pièce du puzzle, à savoir nous donner le moyen d'infiltrer nos agents. Il disait être totalement anti-nazi. Son oncle qui partageait ses idées s'appelait Aidenthaler. Et lui aussi est totalement anti-nazi. Depuis le début. Et il a pas mal d'amis dans ce coin-là. Près du Berghof? De Salzbourg, qui est à peine à 20 km. Des commerçants pour la plupart. Et tous l'adorent. Et bien évidemment tous anti-nazis. Il a aussi un pavillon de chasse à environ 16 km au nord-est de Salzbourg, où il va assez souvent avec ses amis le week-end. Mais sa femme n'y vient jamais. Elle est nazie. Lui, je pourrais le contacter. Pensez-vous qu'il serait prêt à cacher des amis? Absolument. À recevoir les parachutistes qui feront le travail? C'est évident. Il connaît tout le monde dans le coin. Et le pavillon est immense. Ma chance subit une nouvelle évolution. Thornley était parti et un nouveau responsable avait pris sa place. Templar, officier respecté et fervent supporter de l'assassinat. Et je veux bien admettre qu'il existe une grande différence entre le fait de vouloir réaliser l'opération Foxley et sa faisabilité. Je sais que le sentiment général à son égard est qu'elle reste précaire, mais il y a aussi parmi les membres du conseil du SOE plusieurs avocats puissants. Les plus hauts dignitaires de notre nation. Plusieurs avocats puissants, les plus hauts dignitaires de notre nation. Je vous remercie, je vous revaudrai ça. Je vous en prie, ce n'est rien. Je voulais... Avez-vous lu le rapport de Templar? Oui. Est-ce que ça veut dire que Churchill nous donne le feu vert? Peut-être. Oh bah mince. Comme vous dites. Alors on va enfin y arriver. Je viens d'entendre le point de vue du Major Prentice sur le sujet et je pense vraiment que Templar lui fait confiance. Il dit que les comptes rendus de la presse et de la radio, qu'ils soient allemands ou britanniques, indiquent que la tendance sur l'orientation de la guerre serait de se débarrasser d'Hitler. Et puis en substance, il suggère qu'il serait urgent d'apporter une attention renforcée à l'opération Foxley. Bon sang, on va y arriver. On verra.
Ce que j'ai l'intention de faire, c'est un tour de table pour vous demander si vous pensez que le projet aurait pu marcher. L'auriez-vous approuvé? Et sinon, pourquoi? John? À mon avis, la clé de l'opération, pour qu'elle ait une chance de réussir, aurait été d'avoir mis au point un mécanisme qui aurait permis d'informer ceux qui étaient en charge de la mission en aval que Hitler se trouvait bien dans sa résidence. Si cette opération avait été considérée comme prioritaire, si vous aviez eu l'appui total du SIS, du SOE, de la RAF et de tout autre élément impliqué, ça aurait pu être un succès. Oui, je pense qu'elle avait de grandes chances de réussir. Je crois qu'il peut y avoir un problème avec le tireur, qui ne saura pas si Hitler sera sur place. Et il y a aussi un problème au niveau du dossier information. Mais je pense malgré tout que c'est réalisable, si le projet est un peu plus travaillé. David? Si on avait décidé de lancer l'opération, je pense que les éléments manquants que nous avons notés et qui sont indispensables auraient été arrangés eux aussi. Je vote pour. Marc? Moi, je suis toujours très circonspect. C'est vrai, nous formons une équipe très intéressante. Mais refaire l'histoire est une chose, avoir à agir réellement en est une autre. Bien. Réalisable? Il y a de fortes chances que non. Où est-ce que ça pêcherait? Certainement durant la phase d'approche. Pourtant, est-ce que je l'aurais approuvé? Oui, sûrement. Considérant que c'est une guerre où des milliers de gens sont massacrés quotidiennement. Je ne vois pas pourquoi on ne courrait pas le risque d'une opération où les bénéfices potentiels qu'on peut en retirer sont absolument gigantesques. Alors je dirais oui, les chances de réussite sont pratiquement nulles, mais je donnerai mon accord. Duncan? La première fois que j'ai étudié ce projet, je me suis dit qu'il avait à peu près une chance sur 1 million de marché. Mais au fur et à mesure que nous avons débrouillé les problèmes en leur trouvant des solutions, et sachant que malgré les opposants, nous avions le soutien du Premier ministre, qu'au bout du compte, tout le monde chantait d'une même voix, que nous avions l'appui de la RAF, celui du SIS et d'autres, j'ai pensé qu'il y avait maintenant une chance sur 10 pour que l'opération réussisse. C'est vrai qu'il y avait de fortes chances pour qu'elle échoue, mais ça valait le coup d'essayer. Tout comme Duncan, la première fois que j'ai vu le projet, je me suis dit que c'était démentiel et que ça ne marcherait pas. Mais je dois reconnaître qu'une fois qu'on a remédié à certains problèmes qui avaient surgi sur le papier, à ce moment-là, j'ai considéré l'opération comme plus réaliste. Et personnellement, j'aurais eu envie de continuer. Et bien qu'ayant conscience des risques considérables, j'aurais moi aussi été d'accord. Il devait être parachuté près de la maison sécurisée appartenant à l'oncle de Deezer, le prisonnier de guerre. Il devait enrôler le commerçant local qui était censé les faire passer en fraude à travers les gardes civils, la protection externe du Berghof.
Ja, grüß dich, vergiss. Ils auraient progressé déguisés en soldats de montagne, avec comme couverture le fait d'être affectés à une unité SS de surveillance basée dans la région. Papiere? Unteroffizier Bayer zur 1. Gebirgsdivision bei Berchtesgaden abkommandiert. Unteroffizier Frank ebenso. Hier steht, Sie waren in Norwegen, Unteroffizier Frank. Jawohl. Sie sind zu den Gebirgsjägern abkommandiert. Wir nehmen Sie mit. Nein, vielen Dank, es geht schon. Ich bestehe darauf. Wir haben keine Papiere für das Führergebiet. Wir müssen bei der 1. Gebirgsdivision antreten, bevor wir in die Berge ziehen. Wir sind schon fast da, also vielen Dank. In Ordnung. Heil Hitler. Heil Hitler. Avant d'atteindre le poste de garde suivant, ils devaient quitter la route, enterrer leurs uniformes et s'enfoncer dans les bois. Zwei Unteroffiziere, die hier rumstecken. Ja, 15 Minuten müssen sie hier sein. Ja? Ja? Nein! Sie haben im Moment nicht ankommen. À
À ce moment, l'agent devra savoir que son rôle est terminé et que sa priorité, c'est de protéger le tireur d'élite. Je crois qu'on est des déserteurs. Je vais repartir et les attirer dans une autre direction. C'est notre seule chance. Ils les abattent, les déserteurs. Ils abattent aussi les tireurs d'élite. Ne rate pas ton coup. Le tireur se trouvera à 100 ou 200 mètres du chemin, suffisamment près pour abattre Hitler. Waffen niederlegen! Waffen niederlegen! Ich gehe nicht von der Brücke! Das ist Hilfe! Das kommen alle schnell! L'opération Foxley n'a jamais eu lieu. Aucun assassin n'a jamais été envoyé au Berghof. Bonjour. Bonjour. Nous venons chercher le dossier. Mais tout aurait pu exister. Et je n'étais pas le seul à penser que l'opération Foxley aurait pu être un succès. Un
Un fait est certain, c'est que Foxley a rassemblé des renseignements précis de sources dignes de confiance. L'un des informateurs ayant appartenu à la garde rapprochée d'Hitler. Il y eut aussi un prisonnier de guerre nommé Deezer qui offrit de nous conduire jusqu'au Berghof. Il y eut des prisonniers de guerre polonais que l'on forma comme agents. On demanda même à un officier de l'armée britannique s'il pouvait assassiner Hitler. Un projet d'élimination fut soumis en haut lieu en novembre 1944. Le SIS et le SOE avaient des avis différents. Les uns pensaient que la guerre s'arrêterait si Hitler était mort, les autres qu'il valait mieux pour les Alliés qu'il reste en vie. Les uns disaient que le nazisme pourrait s'arrêter avec la mort d'Hitler, les autres affirmaient que le nazisme continuerait avec un autre leader. Les uns craignaient que son élimination n'en fasse un martyr, les autres n'avaient aucun doute sur le fait qu'il devait mourir. Mais personne ne l'emporta. Ils ne tombèrent simplement pas d'accord. C'est ainsi que nous perdîmes une minuscule opportunité. Hitler quitta le Berghof le 14 juillet 1944 pour ne jamais y revenir. L'opération Foxley resta à l'état de projet et fut dépassée par les événements de la guerre. Finalement, Hitler fit un pied de nez à la fois à ses assassins et aux armées victorieuses. Il se donna la mort, le 30 avril 1945. Est-ce que quelqu'un voudrait formuler une opinion sur ce qui aurait pu être différent si l'opération avait été menée à bien, disons, au mois d'août 1944, et si elle avait été une totale réussite? Est-ce que ça aurait changé quelque chose en Europe dans le déroulement final de cette guerre? Je pense qu'on peut affirmer sans crainte de se tromper que la guerre se serait terminée avant la fin de l'année. Il aurait certainement fallu attendre encore quelques mois ou un peu plus, mais je ne l'imagine pas durer au-delà de 1944. Ce qui, bien évidemment, aurait signifié qu'effectivement, certains des plus tristement célèbres bombardements tels que ceux de Dresde, de Pforzheim et d'autres auraient pu être évités. Les camps de concentration auraient sûrement été fermés sur le champ, puisqu'Himmler lui-même l'avait fait de son propre chef dès qu'il en a eu l'occasion, en avril 1945. La seule mort d'Hitler aurait pu engendrer tout cela. De ce fait, je me demande combien de vies auraient été épargnées. Commençons par les Juifs. On a tendance à dire qu'1,2 million ou 1,250 000 Juifs n'auraient pas été tués. On peut évoquer les Juifs de Hongrie d'abord, qui auraient survécu si les camps avaient cessé leurs activités en août 1944. On peut faire allusion aux Soviétiques qui allaient mourir au cours de la bataille de Berlin et qui seraient encore en vie. Moi, je dirais pour avancer un chiffre que ça en aurait épargné grosso modo 10 millions. En 1946, le SOE fut démantelé et l'opération Foxley définitivement classée. J'avais été le seul à travailler en coulisses, mais j'avais rempli ma mission. J'avais élaboré le plan britannique du meurtre d'Hitler.